pour lancer ce séminaire. Il me semble que c'est bon. Pas encore, pas encore. Quelques OK. instants. Et c'est bon. Super. Bah, alors, bonsoir, à toutes et à tous. Bienvenue à cette troisième édition du séminaire Le CS Invite, un rendez-vous proposé donc par le Conseil scientifique du Réseau français des Fab Labs. Ces rendez-vous, les CS Invite, visent à créer des passerelles et des espaces d'échange entre la communauté des makers, des Fab Labs, des espaces du faire d'une part, et la communauté de scientifiques d'autre part. Dans ces rendez-vous, donc, nous invitons des praticiens et des chercheurs qui œuvrent dans des champs disciplinaires très variés et qui ont en commun de conduire des travaux qui sont soit en lien direct avec le monde des makers ou simplement qui nous semblent pouvoir intéresser les acteurs et actrices de ce même monde maker. La configuration de ces séminaires varie et s'adapte toujours avec nos invités. Aujourd'hui, pour cette séance intitulée Fab Lab comme support de la recherche, nous posons la question suivante: Fab Lab, open source et recherche académique, quelles pratiques et quelles perspectives? Pour y répondre, nous ferons un zoom sur UBO Open Factory, laboratoire ouvert d'innovation multidisciplinaire et Fab Lab de l'Université Bretagne occidentale, que pour ma part, pour la suite, j'abrégierai en UBO, qui est un des usages. Tout d'abord, nous écouterons le directeur de l'UBO Open Factory, Yves Quéré, pour une présentation de la structure et plus particulièrement des possibles enjeux, défis liés aux activités développées pour et avec les chercheurs. Et ensuite, ce sont 4 chercheurs invités par Yves qui présenteront les travaux qu'ils ont conduits en collaboration avec ce Fab Lab universitaire. Pour respecter les timings et garder du temps pour les questions et échanges entre intervenants avec la salle lors de la dernière demi-heure, ce seront pour certaines des présentations assez courtes et denses, et nous espérons qu'elles vous donneront envie d'aller en savoir plus et de suivre ces différents travaux de recherche, qu'ils soient achevés ou en cours. Ce soir, je co-anime ce séminaire avec Jeanne Marnetti, qui est doctorante en sociologie à l'Université de Montpellier et membre du conseil scientifique du RFF Lab. Elle va notamment prendre vos questions dans le chat tout au long de cette séance. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau dans le chat. N'hésitez pas non plus à vous prodiguer d'éventuelles réponses mutuelles. Et puis, ces questions seront ensuite posées donc dans la dernière demi-heure qui est réservée à ces fameux échanges avec la salle. Une animation collective également avec le support des membres du groupe de travail communication du réseau français des Fab Labs qui assure le support technique de ce séminaire en ligne. Je vous remercie tous et toutes d'être présents. Je remercie particulièrement nos invités Yves Quéré, Erwan Lair, Jonathan Flay-Sainte-Marie, Morgane Innocent et Samuel Guigaud. Je présenterai chacun de nos invités avant leurs interventions en reprécisant le timing qui a été prévu pour chacune de leurs présentations. Et je vous propose de commencer tout de suite avec Yves Quéré. Donc Yves Quéré, vous êtes maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale. Vous êtes cofondateur et directeur de l'UBO Open Factory. Vous vous intéressez à l'innovation au service des transitions, qu'elles soient écologiques, sociétales et numériques. Et en particulier, vous vous intéressez plus précisément aux pratiques de co-création, à l'open source et aux différents usages d'un Fab Lab à l'université. Bonsoir Yves Quéré, et à vous le micro. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je remercie le réseau, le RFF Lab pour son invitation et en particulier Constance. Donc c'est intéressant pour nous de partager nos pratiques, de les confronter au niveau national. Donc merci pour cette opportunité. Donc, je vais partager mon écran pour ma présentation. Est-ce que c'est bon? Parfait. Très bien. Donc,
L'objectif de cette présentation, c'était de présenter les différents liens possibles entre les Fab Labs et la recherche. Donc bien sûr, nous, on est un Fab Lab intégré dans l'université, donc il y a des facilités, mais l'idée de la présentation, c'est de faire ressortir des facteurs favorisants pour que ça soit plus généralisable donc à tous les Fab Labs. Avant de rentrer dans le sujet, pour comprendre un petit peu les différents liens, je vais essayer de présenter un petit peu la genèse de notre projet, quel environnement on a, pour mieux comprendre comment on a développé ces projets. Donc, moi, je suis maître de conférence à l'université depuis 2007 et je viens plutôt du monde des technologies. Donc, j'étais dans un laboratoire de recherche donc, qui s'appelle le LabStick, donc sur les objets connectés, tout ce qui était communication sans fil. Et puis, donc voilà, c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout, les Fab Labs. Et en 2014, on a commencé à réfléchir à un laboratoire ouvert, quelque chose de plus accessible pour les étudiants en particulier, ce qui m'a amené à rencontrer des gens qui connaissaient le milieu des Fab Labs, notamment à Brest, avec les petits débrouillards, qui avaient un Fab Lab. Et j'ai découvert ce milieu-là et plein de gens qui m'ont amené vers la création du Fab Lab donc en 2015. Donc, on a eu une montée en puissance progressive jusqu'à avoir un statut donc en 2016 de service général au niveau de l'université, qui était assez important pour nous d'avoir des statuts adaptés aux activités, de ne pas être quelque chose de trop déconnecté de l'université, donc pour pouvoir porter des projets. Et ensuite, donc j'ai quitté progressivement mes activités de recherche et d'enseignement pour passer à 100% à la gestion du Fab Lab de l'Open Factory donc en fin 2018. Donc ça fait à peu près 3 ans là, que je suis à 100% sur ce projet. Donc voilà pour quelques éléments de contexte. Et même aujourd'hui, donc je pense à changer de laboratoire. Enfin, du coup, j'ai quitté et je pense à aller du monde des technologies vers un laboratoire en sciences de l'éducation au niveau de mon intérêt sur la recherche en co-création. Donc voilà, au niveau de l'environnement, l'espace, on est sur la pointe bretonne, à Brest. L'UBO, l'université est située sur 3 sites, Brest, Quimper et Morlaix. Donc notre premier projet se situait au niveau de la faculté des sciences et techniques de l'université, avec un espace de 300 mètres carrés qu'on voit sur l'image. Et ensuite, progressivement, on a essayé de déployer notre activité sur les différents sites. Donc on a aujourd'hui un espace moi, je ne t'entends plus, Yves. Je ne sais pas si c'est que chez moi. de 450 mètres carrés qui sera livré en juin. Et on a un projet sur Morlaix où on a des étudiants aussi de création d'une antenne. Encore un élément de contexte, donc en 2017, donc on a intégré le réseau Fab City, donc en collaboration avec Brest Métropole. Donc l'équipe, donc progressivement, on a eu l'opportunité d'aller gagner quelques gros projets qui nous ont permis d'avoir une équipe assez importante assez rapidement. Donc aujourd'hui, on est 11 personnes, dont 9 à temps plein, un maître de conférence à 25% et une ingénieure pédagogique à 60%. Dans les 9 personnes à temps plein, 7 sont payées sur nos recettes, donc, qui nous fait à peu près un budget de fonctionnement de 330 000 euros par an. Donc, on a une dynamique assez difficile en termes de rentabilité. Donc, c'est une pression assez forte. Au niveau des activités, on les a catégorisées en 3 types. Donc, des activités d'émergence de projets et de rayonnement territorial, des activités de développement de projets d'innovation et des activités de formation à l'innovation. À titre d'exemple, sur les activités d'émergence, on va avoir l'organisation de marathons créatifs qui nous permet d'animer des communautés autour de sujets. Donc, par exemple, un aquathon autour de l'instrumentation scénographique open source, un handi hackathon sur les jeux de société adaptés, par exemple, ou
un hackathon à l'échelle de la ville, comme le Super Brest. Donc, encore sur cette activité d'émergence, l'idée, c'est de créer des connexions, des collaborations. On a des causeries tous les mardis soirs sur des thématiques autour des transitions, donc numériques, sociétales, écologiques. Et c'est que ce sont des intervenants locaux qui interviennent et se présentent. Donc ça aussi, ça facilite les collaborations entre acteurs donc, sur notre territoire. En termes de développement de projets d'innovation, donc tous nos projets depuis plus d'un an sont documentés sur la plateforme Wikifactory, donc qui est utilisée par le réseau international des Fab Labs. Donc, vous pouvez voir les projets qui sont dessus. Et donc, on a des projets qui sont terminés donc, sous forme de produits, des services, et puis des projets qui sont en cours de documentation, avec des typologies très, très variées, des projets d'étudiants qui sont faits sur des périodes très courtes, à des projets assez longs sur des périodes de 2-3 ans. Donc, à titre d'exemple, j'illustre quelques projets un peu phares qui ont été aboutis. Donc, le projet Glisse Libre, donc co-création de planches de surf adaptées donc, avec des personnes en situation de handicap. Une lampe interactive donc, réalisée pour une compagnie de danse qui s'appelle Moral Soul, donc, qui a été utilisée dans 25 représentations sur un an. Donc, une lampe qui réagit au mouvement des danseuses et qui a une reconnaissance faciale pour savoir avec quelle danseuse elle doit réagir. Des jeux de société adaptés, donc là ici c'est un Rumicube adapté qui a été co-créé avec des personnes malvoyantes et non-voyantes. Des tabourets en plastique recyclé avec une société qui fait du recyclage de plastique industriel. Ou encore ici un jeu de cartes pour les formateurs en santé pour apprendre avoir plus de vocabulaire au niveau de la description des émotions lors d'une discussion entre un patient et un praticien. Et enfin, des choses qui se relèvent plus du service et qui sont aussi associées à des technologies. Donc là, c'est un projet assez récent qui s'appelle le Fabuleux Voyage Virtuel, qui permet de favoriser les interactions sociales donc pour les personnes âgées, qui en moyenne avaient à peu près une interaction sociale par semaine. Et l'idée, c'était de créer de l'émerveillement à travers un voyage virtuel qui permettait d'avoir des sujets de discussion réels, du coup, cette fois, avec des collègues ou leur famille. Ensuite, le dernier type d'activité, des activités de formation à l'innovation. Donc, on a des formations longues, comme deux diplômes universitaires sur l'innovation, qui concernent des porteurs de projets ou des étudiants en cours de parcours. Et puis, des formations courtes à l'innovation, donc créativité, intelligence collective, sensibilisation aux enjeux des transitions, et puis des formations courtes au prototypage numérique. Et donc, on a en cours un diplôme universitaire en création sur la partie prototypage numérique. Voilà, en termes d'organisation, donc on a une organisation en laboratoire de recherche-action, donc on en a 11 qui nous permettent d'animer des thématiques. Et puis, on a nos deux parcours de formation qui sont Disrupt Campus et Fab Campus, donc sur la partie innovation méthodologique et sur la partie prototypage numérique. Donc, l'idée sur notre territoire, c'est d'être un facilitateur d'innovation dans un monde en transition, dans le sens où on veut que les projets aient un sens. Et donc, on ne développe pas de technologie par défaut. Donc, les seules technologies qu'on développe, c'est des technologies ouvertes pour favoriser l'accès à des objets techniques pour des projets. Donc, ce qu'on entend par recherche-action, c'est donc une vision de terrain. On est facilitateur de projets, donc on accompagne des projets réels. On ne crée pas de projets spécifiquement nous-mêmes. On peut en porter. Donc, on est toujours dans l'action. On fait de l'accompagnement de projet. Donc on utilise des outils méthodologiques et techniques, modélisation, intelligence collective, fabrication numérique, innovation ouverte. Et par contre, on prend du recul grâce à ces labs où on se pose des questions qui peuvent amener des questions de recherche potentielles, donc qui sont de l'amélioration continue pour nous, du développement de concepts méthodologiques, développement de briques technologiques ouvertes,
l'animation de communauté et la définition d'objectifs communs au niveau du territoire, donc qui nous permettent d'avoir cette prise de recul sur nos actions. Donc ensuite, si je regarde un petit peu le cycle de vie des projets, donc on a cette activité d'émergence de projets au départ, avec cette animation de laboratoire de recherche-action, avec l'exemple des marathons créatifs. Et puis on a ces deux briques, donc on ne trouve pas toujours dans les Fab Labs, hein. Il y a la partie fabrication numérique qu'on trouve, et puis après la partie méthodologique, elle n'est pas forcément utilisée tout le temps. Donc, ce que j'entends par méthodologie, c'est des outils de co-création, de créativité, d'intelligence collective, donc des choses qu'on peut trouver dans des structures d'innovation qui utilisent donc, les méthodes de design thinking, par exemple. Ensuite, on capitalise quand même par la formation. Donc, l'apprentissage est pour nous un point très, très important pour favoriser l'autonomie des usagers à utiliser les méthodologies et la fabrication numérique. Donc là, ensuite, on utilise l'open source comme outil de valorisation avec notamment les Creative Commons, la notion de marque, potentiellement les royalties aussi, si on veut qu'il y ait des économies spécifiques sur les projets, avec cet objectif de répondre aux ODD, donc aux objectifs du développement durable. Alors, ce qui est important pour nous aussi, c'était de montrer au fur et à mesure que ces deux aspects, ces deux facettes qui paraissaient un peu décorrélées au départ, la fabrication numérique d'un côté, donc l'origine Fab Lab, et puis les méthodologies de développement de projets d'innovation de l'autre, avaient finalement se mariaient très bien en fait entre elles, quoi. Si j'analyse finalement la notion d'espace, si je vais faire une séance de créativité sur le même projet dans une salle classique à l'université, ou si je vais la faire au Fab Lab, c'est pas du tout la même chose. Il y a un émerveillement de tous ces objets techniques, de toutes ces choses-là, de tout ce qui se passe, des gens qui viennent pour d'autres raisons et qui créent finalement de l'inattendu, de l'informel, et ça donne des résultats, je trouve, très, très différents. Donc voilà, donc pour montrer un peu ces liens entre ces deux facettes de l'Open Factory. Et un autre point qui me paraissait important, c'est que la fabrication numérique, ce n'est pas forcément utilisé que dans une vision produit. C'est aussi cette vision un peu intellectuelle de passer de l'idée à l'objet, rendre tangible une idée, la sortir de sa tête, donc prototyper sans forcément avoir une vision produit. Donc c'est c'est une approche aussi pédagogique intéressante. Donc pour nous, on pousse les gens qui n'ont pas forcément un projet technique à donner à voir, expérimenter avant de les accompagner trop fortement. Donc voilà, par exemple, hein, en illustrant, donc ça c'est ce qu'on peut voir à droite au Fab Lab, plein d'objets, des matières. Donc ça inspire en fait finalement les personnes qui viennent nous voir pour d'autres raisons. Et puis de l'autre côté, des outils, du matériel qui permet de modéliser des projets qui n'ont pas forcément un objectif technique à la fin. Donc cette idée de mettre en forme. Et du coup, là, la fabrication numérique peut servir aussi à trouver des mises en forme différentes pour faire des représentations de projets. Donc, pour parler un petit peu d'open source aussi, donc au fur et à mesure, on est monté en compétence dans l'utilisation de ces outils. Il y a plein de situations assez différentes. Donc, en fonction de la situation de co-création des parties prenantes, on ne va pas forcément choisir les mêmes types de licences. Si on choisit si on n'a pas la maîtrise totale sur le projet, si on veut profiter de la dynamique nationale, internationale, comme Precious Plastic par exemple, on va avoir tendance à choisir les types de licences les plus ouverts possibles en commercial. Et puis quand on travaille avec un entrepreneur ou une entreprise qui veut maîtriser sa production, on va plutôt choisir du non commercial par exemple. Donc c'est deux extrêmes. Et puis on voit que l'utilisation des marques amène des stratégies différentes, et l'utilisation de royalties aussi permet à des entrepreneurs de capitaliser sur leur projet assez rapidement. Ça, c'est intéressant. Donc là, c'est l'exemple d'un projet qu'on a fait en fin d'année dernière, donc un simulateur 3D pour les tests PCR pour les formateurs. Donc, on a fait avec deux sociétés qui, elles, voulaient produire. Donc, du coup, on a mis un système de open source en licence non commerciale, pardon,
Et puis, donc, ils ouvraient la possibilité à d'autres partenaires de produire éventuellement, mais donc conventionnés. Et puis, il y avait un système de royalties sur la création. Donc, le Fab Lab pouvait récupérer de l'argent pour chaque vente, et puis d'autres acteurs également. Un autre modèle qui avait été fait, donc là, la philosophie était différente, c'était le distributeur de gel hydroalcoolique donc sur la fin du premier confinement l'année dernière. Et donc là, on voulait que ça soit déployé le plus rapidement possible. Donc, on a mis une licence commerciale. On ne maîtrisait pas la production forcément. Donc, pour que ça se distribue le plus facilement possible, on a choisi cette licence-là. Donc, ce qui a amené des entreprises ici, on en voit deux qui ont commercialisé le produit rapidement. Donc là, c'est un dernier exemple qu'on est en train de tester, là, qui est tout récent. Donc, on a finalisé un premier prototype. Donc, c'est pour l'accès d'une personne handicapée donc, pour faire du longe-côte et des exercices d'aquagym dans la mer. Donc, c'est une canne adaptée. Et donc, elle est retraitée, elle a une petite retraite. Et l'idée, comme elle a participé aux séances de co-création, elle a participé à l'idée du projet. Donc, c'est de partager la propriété intellectuelle et qu'elle puisse, qu'on arrive à montrer qu'elle peut recevoir des recettes sur le projet. Donc là, on ne l'a pas encore démontré parce que ce n'est pas encore fait, mais on espère le faire. Donc ensuite, j'ai fait un petit travail en vue de cette présentation pour synthétiser les différents liens possibles avec entre les Fab Labs et la recherche et puis ces facteurs favorisants. Donc, qui est basé sur des illustrations de projets concrets qu'on a pu faire avec nos collaborateurs. Donc, avec ces deux facettes, là toujours, la fabrication numérique d'un côté et la méthodologie de développement de projet, d'innovation de l'autre. Donc, si je regarde le côté fabrication numérique, donc en termes de lien avec la recherche, donc je vais montrer quelques exemples. Donc, on voit des projets techniques, donc pour donner des possibilités à des laboratoires de recherche de s'équiper de manière différente, donc faire des choses qu'on ne peut pas trouver dans le commerce et de manière assez rapide aussi quand on a besoin hyper spécifique. Donc ça, c'est l'exemple de l'anévrisme. Donc Samuel le présentera, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'était un exemple de choses qu'on ne pouvait pas trouver en labo, donc il a été développé. Ou encore le projet avec Morgane Innocente qui sera aussi présenté, donc de pouvoir le connecter pour un projet de recherche. Il n'y a pas de solution commerciale, donc il faut en développer une adaptée pour faciliter le projet, pour faire en sorte qu'il puisse avoir lieu. Et puis le dernier exemple qui sera présenté aussi, Datalogger, donc une sonde multiparamètres pour mesurer la qualité de l'eau, donc pour un projet de recherche. Ensuite, on a aussi un intérêt spécifique dans les sciences participatives. Donc là, ce n'est pas tout à fait la même philosophie. En général, on cherche à avoir des objets bas coût. Donc ça, c'est le paramètre clé. Donc il peut y avoir des solutions qui existent, mais donc là, il faut en trouver qui soient bas coût et déployés facilement. Donc là, du coup, le modèle Fab Lab distribué est intéressant parce que du coup, c'est assez facile de déployer quelque chose s'il est fabricable en Fab Lab. Donc ça, c'est l'exemple de la sonde multiparamètres d'Astrolabe Expédition, du planctoscope qu'on avait réalisé donc pour un projet d'analyse de la biodiversité marine, un microscope pour le plancton. Ou encore là, un projet plus récent, donc avec Océanopolis à Brest, sur un extracteur de microplastiques pour l'analyse de l'évolution des microplastiques sur les plages. Et puis en bas, c'est un premier modèle là, de pelle pour faciliter le protocole de recherche. Donc, ça a été co-construit avec des enfants de CM1, je crois. Et donc, ils ont proposé une pelle pour pouvoir participer à ce projet. Un autre lien aussi, c'est d'utiliser les compétences de l'université, des chercheurs. Donc là, on est dans l'autre sens, quoi. Donc, c'est la prestation de service du Fab Lab vers les chercheurs. Donc, on les paye pour qu'ils puissent participer à des projets qu'on fait avec des entreprises pour amener une compétence, une expertise supplémentaire. C'est ce qu'on a fait sur le projet issu de Precious Plastic, qui est un projet avec une société de Brest pour réaliser des mobiliers en plastique recyclé. Et donc, on a utilisé l'expertise recherche pour affiner donc les paramètres de transformation, définir les potentiels en termes de matériaux.
Ensuite, un autre potentiel sur les équipements pour la médiation scientifique. Donc là, c'est assez chouette aussi de tout ce qu'on peut faire pour valoriser les projets. Donc, il y a plein de jeux, d'outils grand public qui peuvent être développés. Donc là, c'est un projet de Labirate un bille pour sensibiliser donc, le grand public au parcours de la donnée dans des contextes d'observation de la mer. Donc, ça donne une idée avec le jeu de Labyrinthe des difficultés à obtenir une donnée et à la fin à la mettre en ouvert et disponible. Donc ici, là, on exploite des publications de recherche, donc des résultats qui existent déjà, et on fait en sorte qu'ils soient accessibles, du coup, qu'ils soient utilisés dans le monde réel. Donc là, on a pris des résultats de publication pour en faire un jeu qui est utilisé dans la formation en santé. Donc ça, c'est en termes de valorisation de la recherche, c'est intéressant. Le projet Pneumasque, donc Erwan Ler en parlera tout à l'heure. Donc là aussi, tout un tas d'activités qui étaient liées à un besoin spécifique donc, à l'hôpital, donc à amener aussi des publications de recherche. Donc Erwan en parlera tout à l'heure. Et puis après, des choses qu'on voit assez fréquemment aussi dans les Fab Labs. Donc, c'est des chercheurs qui analysent ce qui se passe dans les Fab Labs. Et donc là, on a deux exemples de projets. Donc, un projet sur les expériences de création dans les dispositifs d'accompagnement à la création d'objets. C'était avec le CNAM à Paris. Et puis, donc, avec le CREAD, donc un laboratoire en sciences de l'éducation, donc sur la recherche sur les actions de formation dans les Fab Labs. Donc, sur l'autre facette, je vais me dépêcher. Donc, on a toute la partie méthodologique, donc la co-création en équipe de recherche, les supports à la création de consortiums multi-objectifs. Souvent, les chercheurs, quand c'est eux qui proposent, ils ont leur thématique de recherche et donc ils ne peuvent pas forcément trop s'élargir, aller en dehors de leur champ. Alors que quand on a une vision plus large de territoire, comme avec un projet FabCity, on peut proposer des projets avec multi-labos. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Donc là, j'ai illustré donc, quelques exemples. Donc, le projet Foodrest, Morgane en parlera tout à l'heure, sur l'utilisation de la co-création. Le projet Fab Citizen, c'est un projet européen qu'on vient de déposer. Donc, il y a multi-laboratoires donc, au niveau de l'UBO pour répondre à l'appel à projet. Le labyrinthe a été fait en co-création, donc il a changé entre la demande de départ et puis la co-création. Il a complètement changé de direction. Si on n'avait pas utilisé ça, on aurait fait un projet différent. Un nouveau truc qu'on est en train de tester, c'est l'exploration de sujets de thèse pour les futurs doctorants. Donc de prendre le temps d'utiliser les outils méthodologiques pour mieux s'approprier les sujets. Donc soit avant de postuler à une thèse, soit en début de thèse, soit en cours de thèse. C'est aussi intéressant. Donc on l'a utilisé, on a 3 exemples qui sont assez intéressants. Et puis aussi des supports en équipe pluridisciplinaire. Donc c'est toujours difficile de travailler avec différentes disciplines. On ne se comprend pas forcément. Et donc l'idée, c'est d'utiliser la co-création comme outil pour mieux se comprendre et développer des projets plus intéressants. Donc, sur l'expérience, terrain d'expérimentation pour la recherche, sur cette partie-là, on n'a pas d'exemple, mais je pense que ça peut arriver d'analyser ce qui se passe dans ce cadre-là. Donc, pour terminer, donc les facteurs favorisants, donc, pour ma part, je pense que c'est d'un côté la mise en avant de compétences spécifiques d'un Fab Lab pour aller au-delà de l'usage classique des machines, comme voilà, souvent la demande, c'est je vais faire une impression 3D, mais développer des technologies spécifiques, par exemple, ou monter en compétence sur un outil de créativité. L'animation de communauté, donc par exemple des marathons de créatifs, des formations, des visites, sur des thèmes larges et des thèmes spécifiques, donc se positionner sur des sujets autour de la mer ou des sujets hyper spécifiques comme l'instrumentation océanographique, donc ça favorise aussi les collaborations. Et puis une approche claire de la gestion de la propriété intellectuelle, de la valorisation en open source au départ des projets, parce que ça peut compliquer les collaborations si ce n'est pas pris en amont. Donc voilà qui termine ma présentation. J'ai dépassé un peu, je suis désolé. Merci beaucoup Yves. Moi, je réalise que je n'avais pas fermé mon micro. J'espère que ça n'a pas fait d'écho. Merci beaucoup pour ce premier quart d'heure, 20 minutes de présentation générale. C'est vraiment ce
ce qu'on t'avait demandé, c'est pourquoi on s'était tourné vers toi pour la richesse de tous ces projets qui sont réalisés au Fab Lab UB Open Factory et en lien avec plein de chercheurs dans des disciplines très différentes. Merci beaucoup pour la synthèse que tu viens de faire et cette infographie de tous les axes. Et puis, comme tu l'as annoncé, nous avons donc aussi parmi les invités ce soir des chercheurs et praticiens qui ont donc développé des projets avec l'équipe de ce Fab Lab dont tu es le directeur. Je me tourne donc désormais vers vous, Erwan Ler. Erwan Ler, vous êtes professeur de médecine intensive et réanimation. Vous êtes chef de service au CHRU de Brest, chercheur au LATIM INSERM. Vous êtes également directeur du CESIM, donc le centre de simulation en santé à l'UBO, à la création duquel vous avez participé au début des années 2010. Et alors, votre activité de recherche est axée sur le développement et l'évaluation de dispositifs biomédicaux, en particulier dans le domaine de la réanimation respiratoire. En équipe, vous avez déposé plusieurs brevets, développé plusieurs outils, dont un dispositif d'automatisation de l'administration d'oxygène en boucle fermée. Je guette attentivement mes notes pour être sûre de ne pas écorcher. Dispositif qui a été agréé pour une utilisation clinique en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et au Canada. Et ce dispositif a par exemple été très largement déployé à l'occasion de l'épidémie de Covid-19. Et je crois que vous allez nous en parler un peu, notamment dans les 15 prochaines minutes. À vous, Erwan Ler, vous avez toute notre attention. Merci beaucoup, merci à tous pour l'invitation. Merci à Yves aussi d'avoir pensé à moi. Donc, comme on vous l'a déjà dit, moi, je ne sais pas si vous voyez mes diapositives là. Hop, en principe, j'ai partagé. Voilà. Donc, moi, je travaille en réanimation médicale. En réanimation médicale, notre activité principale, vous avez dû en entendre un tout petit peu parler, c'est quasiment exclusivement le Covid en ce moment. Alors, il faut juste que j'arrive à récupérer mon écran. Voilà. Et donc, beaucoup des actions qu'on a développées avec Yves ces derniers temps ont beaucoup tourné autour autour de ce Covid. Mais l'idée, ce que m'a demandé Yves de vous présenter, c'est un petit peu comment on a essayé de s'articuler entre le Fab Lab et l'hôpital, mais aussi d'aborder de façon assez claire les atouts. Certainement, on parle toujours des choses positives, mais aussi de parler des choses un petit peu négatives, c'est-à-dire des freins à l'utilisation ou des freins à la pérennisation de toutes ces activités. Ce dont on s'est rendu compte, nous, quand la première vague est arrivée, il y a maintenant plus de 1 an, c'est que d'abord, c'est une maladie le Covid faisait peur à tout le monde. On n'y connaissait pas grand-chose. On avait en tête l'épidémie de SRAS à Toronto en 2004, qui avait été effroyable en termes de mortalité pour le personnel de santé. Donc, d'emblée, il y a plein d'équipes qui ont essayé d'avoir une prise en charge qu'on disait maximaliste, c'est-à-dire se protéger du mieux qu'ils pouvaient. Et le seul moyen qu'on avait à cette époque-là, de créer des nouveaux moyens de protection, c'était de se tourner vers les Fab Labs. Alors là, je vous montre sur la gauche, c'est un médecin de Hong Kong qui a développé avec son Fab Lab une espèce de bulle pour intuber le patient, c'est-à-dire lui passer un tuyau dans la gorge avant de lui démarrer le respirateur artificiel sans lui-même se laisser contaminer. À droite, donc ça c'est en Italie, c'est un système de protection. Ça ressemble beaucoup à des protections pour l'épidémie de peste au XVIe siècle. Mais l'idée, c'était ça, c'était de se trouver des moyens de protection, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'à cette époque-là, l'intégralité des systèmes de santé de tous les pays industrialisés ont dû faire face à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, c'était la pénurie. On n'avait plus de moyens de protection, on n'avait plus de masques FFP2 et on n'avait plus d'outils de base. Et donc voilà, c'est pour ces raisons-là, assez spontanément, les équipes médicales se sont tournées vers les Fab Labs. À Brest, on a la chance d'avoir le Fab Lab de l'UBO, mais aussi un terrain assez fertile avec pas mal d'écoles d'ingénieurs, un réseau autour de nous. Et alors qu'on commençait déjà à manquer de matériel de protection, très spontanément, ces réseaux aussi de makers se sont tournés vers nous
Vous voyez que, par exemple, moi, ça c'est une photo qu'on avait prise dans le hall de l'hôpital le 30 mars. Il n'y avait plus de malades, il n'y avait plus personne dans ce hall d'hôpital. On ne recevait plus que des patients Covid à cette époque-là. Et donc, c'était leur première livraison de visière de protection, parce qu'on n'avait absolument pas de visière de protection. On avait à cette époque-là que des petites lunettes qu'on achetait en Chine qui ne tenaient pas sur les yeux et qui tombaient dès qu'on faisait le moindre mouvement. Et donc, très rapidement, les makers sont venus nous voir. On a fait plusieurs itérations et on a eu 6 ou 7 itérations de différents modèles. On a testé plein de choses. Et puis, voilà, le 30 mars, ils nous livrent les 85 premières visières qui nous ont permis en toute sérénité de continuer à travailler. Et puis ce processus-là, il a continué parce que comme ça fonctionnait très bien, l'intégralité des services hospitaliers ont eu besoin de ça. Et très rapidement, donc c'est les makers, les gens qui avaient leurs propres imprimantes à la maison sont venus, ça a été, par le biais du réseau, ça a été collecté. Ils ont fourni à peu près 4000 visières de protection à l'intégralité de l'hôpital. Et les autres 4000 visières ont été distribuées dans le système de santé autour, en dehors de l'hôpital. Donc voilà, c'est une application très, très pratique, faire face à une crise rapidement, alors qu'on était dans une pénurie, et une pénurie qui était extrêmement stressante pour nos équipes. Puis après, on a assez rapidement, et ça c'est sous l'impulsion de Yves qui m'a raccroché au consortium dont vous voyez les différents membres au-dessus de la diapositive, donc au consortium Pneumasque. Et l'idée, c'était, en raison de ce manque de protection des personnels, de fournir un moyen de protection optimal qui respecterait également les normes et les certifications en santé. Et ça, c'était un challenge non négligeable parce qu'il ne faut juste pas oublier que les visières, ça peut vous sembler banal, ça peut vous sembler simple à utiliser, mais toutes ces visières-là, elles ont été utilisées sans aucune certification. C'est-à-dire qu'en théorie, on n'a pas le droit de les utiliser. Et l'idée du consortium Pneumasque, ça a été vraiment de passer toutes les étapes réglementaires. Et donc là, par exemple, c'était de vérifier que les personnels étaient capables de le maintenir en place, mais ensuite de vérifier, ça c'est la diapositive, la photo en haut, de vérifier qu'effectivement ces masques étaient étanches. Donc on faisait respirer à différents opérateurs des odeurs très nauséabondes, on testait différents types de filtres. Donc on a passé toutes ces étapes avant de mettre en route notre dispositif. Les Fab Labs avaient fourni les petits embouts, là, vous voyez l'embout de liaison entre le masque Décathlon et le filtre vert. Donc les Fab Labs avaient fourni les premiers prototypes. Et une fois que l'ensemble du système a été validé en termes de fiabilité, en termes de sécurité, en termes d'utilisabilité par les opérateurs, donc là c'était notre dernier test qui a été fait à l'École Polytechnique de Lausanne, qui est vraiment un test de filtration optimale. Et une fois que tout ça a été validé, un des partenaires du consortium, qui était BIC, nous a fabriqué à large échelle, de façon totalement industrielle, avec des plastiques biocompatibles, ces embouts. Alors que Decathlon nous fournissait, lui, 45 000 masques. 45 000 masques qu'on a distribués au travers de la France et un peu dans le monde. Donc voilà, ce système-là, on a commencé, nous, à l'utiliser dans le cadre du consortium qu'une fois qu'on avait terminé l'ensemble de ces tests de validité et de sécurité. Et c'est d'ailleurs grâce à ça, j'en parlerai plus tard, qu'on a réussi à obtenir le trophée or de l'AVNOR. Donc ça, c'est un dispositif qu'on a utilisé très très rapidement au début de la crise, et on l'a utilisé face à une maladie extrêmement grave qu'on ne maîtrisait pas, qui faisait peur à tout le monde, et en particulier en termes de contagiosité. Parce que la première mission qu'on a décidé de prendre, c'était de faire en sorte qu'on soigne les patients dans les meilleures conditions possibles, tout en protégeant au maximum nos personnels. Alors, c'est pas uniquement altruiste, hein, on a aussi besoin de maintenir nos personnels en bonne santé, parce que si par malheur on a des clusters qui surviennent dans nos équipes, c'est des équipes qui ne seront plus capables de fonctionner. Donc, bien entendu, on veut que nos personnels, nos équipes soient en bonne santé, mais on veut aussi être capable de continuer. Et on a bien fait de se focaliser là-dessus, parce qu'on voit maintenant qu'un an et demi plus tard, l'épidémie perdure, et que si on n'avait pas pris ces précautions maximales-là, l'équipe nous aurait quittés et ne serait pas restée dans le service aussi longtemps.
Et donc, ça a bien fonctionné et au final, le consortium Pneumasque a fini par conclure que le concept qu'on proposait était supérieur au mode de protection actuel. Et une fois qu'on a eu ça, le reste du consortium, certains groupes du consortium ont été jusqu'à la certification et jusqu'à l'obtention d'une autorisation transitoire d'utilisation durant la période de pandémie. Et ça, c'est vraiment important. On ne l'a utilisé dans la vraie vie avec des vrais malades qu'à partir du moment où on a été certain que ça fonctionnait bien, qu'on protégeait de façon optimale nos équipes. Et puis en même temps, l'idée de tous, c'était d'anticiper. On réglait un problème sur la protection et on se disait, mais oui, mais pour l'instant, on utilise des filtres médicaux, mais si jamais on manque de filtres, il faut qu'on anticipe et qu'on essaye de proposer quelque chose pour la suite. Et donc, ça, c'est des travaux qu'on a menés en particulier avec Yves au Fab Lab à l'UBO, qu'on a mené aussi avec un Fab Lab de La Rochelle qui travaillait pour Decathlon. On a essayé de trouver d'autres types de filtres qui nous permettraient de pallier à une défaillance éventuelle des filtres médicaux. Le filtre médical, c'est celui que vous voyez en bas à droite avec le petit liseré jaune, c'est celui qu'on utilise, qui est vraiment fiable, qu'on utilise tous les jours. Et puis, on s'est dit, si on en manque, comment on va faire? C'est bien entendu des produits qui viennent quasiment tous de Chine. Et on savait qu'on allait devoir faire face à un moment ou l'autre à ces problèmes d'approvisionnement. Et donc, on a testé plein de concepts différents. Donc, en haut, c'était notre masque conventionnel. À droite, le gros filtre rond, c'est un filtre que nous a produit Yves et dans lequel, donc c'est une boîte en imprimante 3D dans laquelle on mettait des supports, des médias de filtration qui étaient des papiers filtres assez faciles à se procurer. On a testé plusieurs combinaisons pour essayer d'avoir la meilleure combinaison entre une efficacité optimale et une résistance à un travail respiratoire. WOB, c'est le work of breathing, c'est la capacité de l'individu à respirer et la résistance. Et sur la droite, là, vous voyez un concept de filtre que nous a proposé Decathlon qui consistait c'est des espèces de clips et à partir d'un seul masque FFP2, les masques du commerce, on arrivait à faire 3 ou 4 filtres médicaux de cette façon-là. Et tous ces concepts, à chaque fois, on les refaisait passer sur le banc d'essai. Donc, la tête que vous voyez là simulait une interface de patient et la grosse boîte à l'arrière, elle simule des poumons du patient et elle simule la façon dont le patient va respirer et on vérifiait qu'effectivement le patient était capable de respirer dans des conditions adéquates avec les différents filtres qu'on essaie de proposer. Et puis tout ça, ça avançait en parallèle, il y avait plusieurs projets en même temps, mais l'idée c'était toujours de terminer le projet qu'on avait commencé tout en commençant un autre en parallèle pour essayer toujours d'anticiper la pénurie. Et donc, le vrai problème, c'est ça, c'est que, en principe, en médecine, on a le droit d'utiliser que des produits qui sont certifiés, qui sont homologués, et en particulier ce qu'on appelle les EPI, qui sont les équipements de protection individuelle. Alors, vous avez tous entendu parler les grosses polémiques qu'il y a eu sur les masques FFP2, les pénuries de masques FFP2. FFP2, c'est une certification bien spécifique. KN95, je pense que vous avez dû voir cette dénomination, KN95. KN95, ce n'est pas une certification européenne, c'est équivalente, mais justement parce qu'on manquait, on a accepté de prendre des certifications KN95 qui sont plus pour les États-Unis et pour l'Asie, en tout cas des masques marqués CE. Par contre, les visières là, qui étaient fabriquées par les makers, ça n'avait absolument aucune certification. Alors bien entendu, il n'y avait pas beaucoup de doutes sur leur efficacité, elles jouaient le rôle. Mais par exemple, je montre cet exemple-là du masque Decathlon, donc l'équivalent de ce qu'on a fait nous avec le pneumasque. Montpellier, mais c'est également le territoire de Belfort, on produit, les Fab Labs de ces territoires ont massivement produit ce genre d'adaptateurs pour protéger les personnels, mais ils l'ont utilisé par anticipation sans avoir passé ces processus de certification. Alors, ils ont vraisemblablement eu raison, hein. Mais nous, on avait choisi une voie un petit peu plus rigoriste et plus légaliste, qui était celle de vraiment faire les tests avant de le mettre à disposition de l'ensemble de nos personnels. Et c'est justement parce qu'on a eu cette attitude un peu rigoriste dans le consortium, en essayant de vraiment faire tous ces tests-là, puis après d'aller jusqu'à l'autorisation officielle d'utilisation par les autorités de santé, qu'on a eu la chance d'être primé et de recevoir le trophée or
de l'AFNOR, qui est l'organisme de certification français, et qui nous a été délivré le 12 janvier 2020. Donc voilà, ça je pense que c'est une belle réussite des différents Fab Labs, et vous voyez que dans ce consortium, on était assez nombreux. Mais je vous l'ai dit, on avait un projet, on essayait de le faire aboutir, mais on voulait faire face à toutes les pénuries qui arrivaient, donc on avait plein de projets qui débutaient en parallèle, et on a eu un autre gros projet avec les Fab Labs de Decathlon, qui était pareil, encore une fois, d'essayer de détourner leur masque de plongée pour essayer d'en faire ce qu'on appelle des interfaces de ventilation, c'est-à-dire des masques sur lesquels on allait pouvoir brancher les respirateurs artificiels. D'habitude, on a des masques aussi en plastique qu'on essaie d'adapter à nos patients, mais ils sont rarement confortables et on sait qu'on avait besoin de beaucoup utiliser cette ventilation non invasive, c'est-à-dire cette ventilation à travers un masque chez les patients Covid. Et donc, on a testé le concept Decathlon. Honnêtement, sur Brest, on n'a pas eu assez de patients pour le valider en pratique clinique. Par contre, c'est des concepts qui ont été très utilisés, en particulier à l'assistance publique, qui s'est vraiment focalisé sur cette utilisation-là, avec vraisemblablement pas mal de succès. Et aussi quelques hôpitaux en Italie. Alors, le lien YouTube que je vous ai mis en haut, c'est pas en Italie, en Espagne, pardon. C'est toute la démonstration, la façon de détourner ce masque Decathlon pour en faire une interface de ventilation artificielle. Puis il y a tous les fichiers open source pour créer les différentes connectiques qui sont proposés également pour être capable de les refabriquer à distance. Donc ça, c'était 2 projets qui étaient focalisés sur le pneumasque. Puis on a aussi travaillé avec d'autres Fab Labs. On a travaillé avec en particulier l'ENSTA Bretagne, qui est une école d'ingénieurs de Brest, et avec le Fab Lab de chez Michelin, donc là un Fab Lab plus industriel. En gros, le Fab Lab de Michelin n'avait pas de travail à fournir. Ils étaient quasiment tous, leur activité industrielle était à l'arrêt durant la première vague. Et ils nous sont spontanément tournés vers nous en nous demandant ce qu'ils pouvaient faire pour nous pour essayer de nous aider. Et donc, on a eu une idée de projet encore un petit peu en avance de phase, qui était de se dire qu'est-ce qui va nous manquer la prochaine fois. Et notre grosse peur à cette époque-là, c'était de manquer de respirateurs artificiels. On s'attendait à une vague, une espèce de tsunami de patients avec des gros problèmes respiratoires. Et donc, une idée potentiellement saugrenue a été d'être capable de ventiler plusieurs patients sur un seul et même respirateur. Donc d'habitude, c'est un respirateur, un patient artificiel. Et là, on s'est dit, si on en manque, peut-être qu'une solution, ça serait de ventiler plusieurs patients. Alors, vous voyez l'image de droite, c'est un de nos bancs tests. Le concept, c'était d'essayer de voir si on serait capable techniquement de ventiler 4 patients sur le même respirateur artificiel. Et donc, vous voyez que c'était un peu un enchevêtrement de tuyaux différents. Et donc, tout le boulot qu'on a fait avec l'ENSTA Bretagne et Michelin, c'était de fournir des adaptateurs un petit peu plus ergonomiques. Et donc, en moins de 10 jours, l'ENSTA et Michelin nous ont fourni un concept d'adaptateur plastique qu'ils ont fait imprimer après à large échelle dans un de leurs labos d'impression 3D industrielle en Pologne. Et donc, on a fourni après à une vingtaine de centres de réanimation français des kits tout prêts pour être capable de faire face à cette grosse problématique qu'on voyait arriver et qui n'est pas arrivée, parce que c'est aussi le propre de toutes les innovations en avance de phase, c'est que les 3/4 du temps, ça ne sert pas, et heureusement que ça ne sert pas. Alors, juste pour faire un petit lien avec la recherche, c'est des solutions qu'on a toujours testées et on n'a pas tout le temps eu le temps de les publier parce qu'on était vraiment un petit peu sous la vague, mais on a eu la chance de tester ce concept-là parce que j'avais fourni un kit complet de ventilation multiple à l'équipe de réanimation de Lyon, de Claude Guérin, et donc ils ont eu la chance de réussir à le publier au mois de janvier 2021 en expliquant comment le faire, comment bien le faire et comment faire face aux différents écueils qui pouvaient forcément survenir. J'ai eu aussi la chance de participer à un projet dont je suis extrêmement fier, qui est le projet Macaire. Le projet Macaire, je suis juste un des petits maillons techniques du projet. C'est un gros collectif de Fab Labs et d'ingénieurs qui sont regroupés, qui se sont mis un petit peu en isolement pendant la première vague, pendant 2 à 3 mois au Palace à Nantes. Et puis pendant 2 mois, ils ont bossé 24 heures sur 24 en essayant de produire des respirateurs artificiels de réanimation.
faut juste savoir que les respirateurs artificiels de réanimation, c'est ceux qu'on utilise au quotidien, ça vaut à peu près entre 25 et 45 000 euros. Et c'est bourré d'électronique et c'est bourré de pièces qu'il est assez difficile de se procurer. Et donc, pour essayer d'anticiper cette pénurie, ils ont lancé leur projet de fabrication d'un ventilateur qui avait aussi l'intérêt d'être forcément open source. Ça, c'était leur grand mot d'ordre. Open source, c'est-à-dire facilement déployable, pas n'importe qui, n'importe où. Et donc, au début, la première itération, vous la voyez à gauche, à côté de notre pont de recouvrance, là, la première itération du ventilateur artificiel, qui était extrêmement robuste au sens solide, mais aussi robuste au sens pas beaucoup de fonctionnalités, a été produit pour moins de 1 000 euros, ce qui est très, très loin des 45 000 euros nécessaires pour s'acheter un ventilateur artificiel actuel. Et la dernière itération, qui est un petit peu plus moderne, qui a une interface électronique, a été produite pour à peu près 2 000 euros. Alors, c'est un projet qui a avancé. Vous voyez, on a même testé, on a produit pas loin de 300 machines qui ont toutes été testées en salle blanche au CEA à Grenoble. Certaines machines sont parties à Madagascar et ont servi pendant l'épidémie de Covid sur des vrais patients. Et on a eu la chance de pouvoir lancer un essai clinique sur des vrais patients. Et donc, en France, à Brest et à Nantes, on a ventilé 2 patients avec ce ventilateur bas coût qui fonctionne très bien, qui en tout cas, moi, m'a énormément satisfait dans son utilisation, mais on reviendra justement sur les écueils de son utilisation au quotidien et surtout sur la perception qu'ont pu avoir les réanimateurs de ces ventilateurs de garage. Puis dans les projets, ça y vous en a déjà parlé, on a essayé de maintenir ce réseau qu'on avait créé, ces collaborations qu'on avait créées pendant la première vague. On a essayé de les maintenir sur le Grand Ouest en créant le collectif DIGO 3 pour Do It Yourself Grand Ouest, et 3, Yves me corrigera, mais c'est l'axe 3 de l'OMS qui est la santé. Donc, on a essayé de travailler assez rapidement sur un simulateur de prélèvement Covid, parce que ça a été la préoccupation pendant la deuxième vague, comment apprendre aux équipes à prélever. On a essayé de travailler aussi assez rapidement sur les distributeurs de SHA. Alors, juste l'idée, juste pour vous parler un petit peu de la genèse, c'est un jour, l'acheteur principal de l'hôpital m'appelle et me dit « Monsieur Lair, je sais que vous travaillez avec les makers. On a un gros souci, c'est qu'on va réouvrir notre activité et on a besoin impérativement de 90 distributeurs de solutions hydroalcooliques en peu de temps. Est-ce que vous êtes capable de nous trouver un moyen de nous en procurer ?» Parce qu'ils avaient déjà des devis, mais les devis, c'était plus de 450 euros par distributeur, ce qui n'était pas facile à sortir assez rapidement. Et puis surtout, ils avaient des délais de fabrication importants. Et donc, j'étais sur la route pour aller voir Yves. Je leur en parle et puis 10 jours plus tard, ils m'amènent leur premier prototype. Le premier prototype, donc ça c'était au mois de janvier, au mois de mars, et le prototype, il est toujours en fonction dans mon service actuellement. Donc juste pour dire que voilà, c'est aussi ça le Fab Lab, c'est les collaborations entre nous, c'est d'être capable de réagir très vite et de fournir des choses qui fonctionnent plutôt bien. Mais il y a des atouts, ça c'est certain, mais il y a aussi des freins. Alors les atouts, on en a déjà parlé, la réactivité, faire rapidement face aux pénuries, ça clairement pendant le Covid, ça nous a servi. Innover au sens de développer des nouveaux concepts. Le projet Macaire, c'est un projet qui va nous permettre de développer des projets de recherche dans l'avenir très proche, parce qu'on a débloqué des freins technologiques, on va être capable de développer de nouveaux algorithmes grâce à tout le savoir qui a été emmagasiné. Mais il y a d'énormes freins au travail, à l'utilisation des Fab Labs en santé. Il ne faut pas se voiler la face. Un des premiers freins, c'est le rejet de tout ce qui est considéré comme de la fabrication de garage par certains utilisateurs. Le distributeur de SHA, il n'est pas beau. Il n'est pas beau parce que c'est un bout de gouttière. Et ça, faut être parfaitement conscient de ce rejet parfois viscéral de certains utilisateurs. Il faut être capable d'y faire face et il faut essayer d'avancer un petit peu. Le deuxième frein principal, c'est la certification, parce que dès qu'on touche à la santé, il y a forcément un problème qui est celui de la certification pour être capable de l'utiliser au quotidien. Alors certes, pendant les pénuries, pendant les pandémies telles que celles qu'on a vécues, on peut de temps en temps se passer ou passer outre
ces certifications, mais dès qu'on veut l'utiliser en routine, on sera obligé de passer par là. Et une certification de produit de santé, ça prend énormément de temps et ça vaut extrêmement cher. Le problème aussi, c'est qu'il faut que le concept soit durable et arriver en peu de temps à concevoir un appareil, un dispositif biomédical qui va être utilisé par des opérateurs qui ne sont pas forcément des opérateurs très, très délicats dans des conditions difficiles et qui durent dans le temps. Ce n'est pas si simple que ça. Puis, il ne faut pas non plus oublier par derrière qu'il y a quand même une espèce de viabilité financière qu'il faut mettre en place. Et quand on crée des modèles, quand ils sont produits à la suite par des startups pour des petites entreprises, il faut que ce modèle-là leur permette d'avoir un certain retour sur investissement, ce qui est loin d'être simple. Alors, juste pour terminer, je voudrais juste dire, on a beaucoup travaillé ensemble pendant cette épidémie de Covid, qui n'est pas terminée malheureusement. Et on a développé beaucoup de collaborations avec des startups, avec plein de Fab Labs différents, avec des ingénieurs dans des domaines différents. Et ce qu'on a voulu avec Yves, c'est ne surtout pas perdre tout le savoir-faire et tout le savoir-être ensemble qu'on avait pu mettre en place durant cette année. Et donc, on est en train d'essayer de monter un projet d'hôpital mobile donc des containers qui contiendront tout ce qu'on a fabriqué, que ce soit les solutions, les distributeurs de solutions hydroalcooliques, les ventilateurs Macaire, les masques, pneumasques, quel que soit leur usage, les visières de protection, voire même des seringues électriques aussi, des administrateurs de médicaments, et de faire à peu près deux containers, un container qui va être capable de le déployer rapidement, tous ces outils, la prochaine fois qu'on en aura besoin, mais aussi d'essayer d'aller plus loin, voire de créer des containers qui contiendront l'intégralité d'une chambre de réanimation. Voilà, donc ça, c'est le projet sur lequel on va essayer de phosphorer pendant les années à venir. Et donc, juste en conclusion, de façon claire, je ne suis forcément pas objectif, mais je suis convaincu que l'épidémie de Covid-19, elle a vraiment illustré l'apport majeur que pouvaient avoir les Fab Labs dans l'écosystème de santé, tout ce qui tourne autour de la santé. On a clairement eu pas mal de succès, qu'il s'agisse des visières ou de pneumasques, et que ça n'aurait pas du tout été possible sans l'apport des Fab Labs. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à garder notre énergie, notre volonté de travailler ensemble, mais d'arriver à pérenniser nos actions. Et pour ça, il faut qu'on arrive à continuer à travailler en réseau. Et j'espère qu'on arrivera à continuer à travailler en réseau bien au-delà de cette épidémie de Covid. Je vous remercie. Merci beaucoup, Erwan, pour cette présentation, merci aussi à vous et puis à l'ensemble des personnes avec lesquelles vous travaillez pour la réactivité que vous avez eue, la qualité du travail que vous avez fait. C'est extrêmement impressionnant. Ça nous semblait vraiment important et intéressant ce soir de vous laisser le temps de nous présenter ces projets-là. J'imagine qu'il y aurait énormément de choses supplémentaires à en dire, mais vous avez aussi jalonné votre présentation de liens que je suis sûre les personnes ici retrouveront, ou vous pouvez éventuellement partager dans le chat pour qu'elles puissent aller suivre ces activités-là. En préparant ce séminaire avec Yves, on a eu envie de vous proposer à vous, spectateurs, participants de ce séminaire, un panel de différents projets qui ont été réalisés en lien avec le Fab Lab universitaire UB Open Factory. Dans la demi-heure qui nous reste, nous allons avoir trois présentations de projets qui ont été évoqués dans la présentation initiale de Yves. Donc, trois chercheurs vont avoir le défi de nous présenter leur projet en environ 5 minutes pour qu'on garde un petit peu de temps à la fin pour un temps de questions-réponses. Alors, je me tourne désormais vers vous, Jonathan Fly-Sainte-Marie. Vous êtes maître de conférence à l'UBO. Vous êtes membre du LEMAR, donc du Laboratoire des sciences de l'environnement marin. Vous vous intéressez à l'écologie des organismes marins et en particulier aux bivalves, donc qui sont des coquillages, et plus particulièrement vous intéressez à l'influence de l'environnement sur la vie de ces organismes.
Et donc, pour mener vos recherches, comme Yves en a un peu parlé tout à l'heure, vous développez des instruments de mesure basés sur les technologies open source, en lien donc avec l'UBO Open Factory. Et Jonathan, à vous, on vous écoute. Donc merci Constance et merci Yves pour l'invitation. Donc je vais partager ma présentation. Voilà, est-ce que vous voyez ma présentation? On la voit. Ok, parfait. Voilà, alors donc moi on va changer d'écosystème. Je vais vous parler de l'usage d'un Fab Lab, en l'occurrence l'UBO Open Factory, dans le contexte de l'instrumentation océanographique et en l'occurrence pour des recherches en écologie marine. Donc, comme l'a dit Constance, je suis maître de conférence en fait ici à l'Université de Bretagne occidentale en biologie, et je mène mes recherches dans le cadre d'un laboratoire qui s'appelle le LEMAR, le Laboratoire des sciences de l'environnement marin, qui est une unité mixte de recherche qui lie l'UBO, le CNRS, l'Institut de recherche pour le développement et l'IFREMER. Donc, c'est un laboratoire pluridisciplinaire avec des disciplines qui s'étalent de la biologie moléculaire jusqu'à la physique et la biogéochimie des océans. Alors moi, dans ce laboratoire, mes recherches, elles s'intéressent à l'écologie des bivalves, donc on appelle vulgairement les coquillages, qui sont en fait des ressources potentielles pour la pêche, l'aquaculture, donc par exemple la coquille Saint-Jacques, les huîtres, et il existe de nombreuses autres espèces de bivalves qui sont consommées, pêchées et produites dans le monde. Alors moi, mes recherches s'intéressent au lien entre la variabilité de l'environnement et les traits de vie de ces organismes. Donc en d'autres termes, je m'intéresse à comment est-ce que l'environnement va contrôler la croissance, la mortalité, la reproduction de ces organismes dans une optique de gestion durable en fait de ces ressources. Alors depuis quelques années maintenant, je mène pas mal de mes travaux de recherche et de formation au sud, dans des pays comme le Pérou et le Sénégal. Et mes recherches s'articulent autour d'une approche qui va coupler à la fois donc des travaux et des suivis sur le terrain, des expérimentations en laboratoire, où on va mettre nos organismes dans des conditions particulières, et puis de la modélisation. Alors en fait, ces deux approches, que ce soit les travaux de terrain comme l'expérimentation en laboratoire, elles impliquent développer, d'utiliser une instrumentation particulière et souvent originale. Alors voilà pourquoi ça nous amène à pourquoi l'usage d'un Fab Lab dans le cadre de mes recherches. Alors ça se base sur le fait que depuis une dizaine d'années, et grâce à l'open source, on a vu se démocratiser l'électronique et la fabrication numérique, et ça permet aux chercheurs de se réapproprier le développement des outils qui sont nécessaires pour apporter une réponse à une question scientifique donnée. Alors moi, ces développements, ils m'intéressent particulièrement parce que je travaille avec des pays du Sud, et le fait de pouvoir développer sur une base open source rend les outils transférables à ces pays-là. Ça permet également de développer des approches de sciences participatives, et à mon sens, ça permet où ça s'insère dans une philosophie de sobriété des moyens qu'on utilise, qui, à mon avis, est nécessaire dans le contexte de développement durable. Alors voilà quelques instruments, des exemples d'instruments que j'ai développés en partie en lien avec l'Open Factory. Donc, j'ai développé des systèmes de régulation de paramètres dans des aquariums, par exemple l'oxygène qui est illustré ici, des systèmes automatisés de mesures de respiration et de filtration chez les bivalves, chez les coquillages,
et puis des systèmes d'instruments, enfin des instruments de suivi des paramètres environnementaux sur le terrain, hein. Donc la fameuse sonde multiparamètres, hein, dont a parlé Yves tout à l'heure. Alors, quelques mots, hein, sur ce type de ce développement, hein. Donc on travaille actuellement, hein, au développement d'une sonde multiparamètres pour l'océanographie. L'idée, hein, c'est de développer, ou l'objectif, c'est de développer un data logger, donc un système d'enregistrement qui permet d'interfacer plusieurs capteurs d'océanographie, hein. Alors donc on sélectionne des variables qui nous intéressent, hein, la salinité, la concentration en chlorophylle, la pression, la température. Donc l'objectif, c'est de développer quelque chose qui soit à bas coût, qui soit open source, hein, qu'on puisse déployer dans les pays du Sud, que les pays du Sud puissent s'approprier, mais également de développer un outil qui est modulable, qui est autonome, hein, donc grâce à un panneau solaire, et qui permet une communication à distance, c'est-à-dire d'envoyer les données, hein. Donc vous avez ici un exemple, hein, d'un prototype, hein, qui a été déployé dans le delta du Sine Saloum au Sénégal. Donc c'est un endroit qui est très reculé, donc vous avez, hein, ici illustré, hein, le panneau solaire qui permet d'alimenter ce système. Et on travaille actuellement à un système de communication, hein, qui permet d'envoyer les données en temps réel, et de vérifier que notre système fonctionne, hein, parce qu'on est dans une situation d'isolement particulier de nos points de suivi environnementaux. Alors ce projet, il a été lancé, suite à des premiers développements, il a été lancé lors d'un hackathon, hein, cet automne, organisé par l'Open Factory, qui nous a permis, en fait, hein, de joindre des efforts de développement, hein, notamment ceux d'Astrolabe Expédition, hein, avec le projet Sens Océan qu'a mentionné Yves. Donc on travaille évidemment en lien avec l'Open Factory, et puis donc on est deux personnes du LEMAR, hein, Johan Thomas et moi, à travailler sur le développement de ce projet. Alors voilà, quels sont les apports d'un Fab Lab dans le cadre de ce développement, hein. Donc ça permet effectivement, hein, de fournir ou de mettre à disposition des outils de fabrication numérique, hein, donc les machines de découpe numérique, hein, fraiseuses numériques, découpe laser, la réalisation de circuits imprimés. Mais pour des gens comme moi qui sommes, alors moi je suis biologiste de formation, hein, je suis autodidacte pour ce qui est du développement, et de pouvoir interagir avec des gens qui ont des compétences réelles en fabrication numérique, en électronique, en informatique, c'est un réel atout, et c'est vraiment un avantage en termes de développement. Alors, il n'y a pas que ça. Un Fab Lab, ça permet aussi de fournir un espace commun de travail, de partage, hein, de partage informel, comme le disait Yves, qui mélange des publics d'horizons différents et qui est stimulant, hein, pour la créativité. Et un avantage également, enfin un apport également du Fab Lab, hein, c'est l'organisation d'événements qui permettent, hein, de rencontrer d'autres personnes qui travaillent sur des thématiques proches, et c'est ce qui s'est passé pour cette sonde multiparamètres, et je ne peux qu'en remercier l'Open Factory. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jonathan. L'exercice de présentation en 5 minutes est vraiment difficile. Merci beaucoup de l'avoir tenu. Regard désormais sur le travail de Morgane Innocent. Morgane Innocent, vous êtes ingénieur de recherche à l'UBO au sein du laboratoire LEGO. Vous enseignez aussi à l'IAE de Brest, et vos travaux de recherche portent sur le changement des pratiques de consommation liées à la transition écologique dans les domaines à la fois alimentaires et énergétiques, ainsi que sur le rôle du numérique dans l'accompagnement de ces transitions. Et vous allez aujourd'hui nous parler d'un projet de co-conception de poubelles connectées pour l'analyse du gaspillage alimentaire dans le cadre du projet ANR Foodrest. Jonathan, je vous invite à
interrompre le partage d'écran pour que nous puissions vous écouter, Morgane. Merci beaucoup. Alors, effectivement, je ne peux pas partager mon écran. Bon, ce n'est pas très grave. On va attendre que Jonathan enlève son partage d'écran. Et puis, je vais en profiter pour commencer. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et merci, Constance, de cette invitation. Et merci à Yves aussi, d'ailleurs. La petite présentation que je vais vous faire, l'idée, c'est aussi de continuer à illustrer toutes les interactions qu'il peut y avoir entre la recherche et puis l'Open Factory au sein de l'UBO. Et moi, je vais vous parler d'un projet qui est en cours, en fait, actuellement, et qui, effectivement, comme l'a dit Constance, porte sur la co-conception. Hop, je partage. Voilà, ce sera plus facile. C'est tout bon ? Ok. Donc, il porte sur la co-conception de poubelles connectées pour l'analyse du gaspillage alimentaire dans le cadre d'un projet, en fait, qui est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche et qui s'intitule Foodrest. Alors, comme vous l'a expliqué Constance, je suis chercheuse au sein d'un des 2 laboratoires, en fait, qui sont impliqués dans ce projet de recherche financé par l'ANR. Et mon domaine à moi, c'est le comportement de consommation. Donc, je mène des recherches dans le cadre de plusieurs projets, en fait, sur l'alimentation durable, la transition alimentaire en restauration collective. Et puis, on a d'autres projets qui devraient débuter assez rapidement dans les mois qui viennent, sur la sobriété numérique, par exemple, ou encore sur les pollutions invisibles. Donc, j'ai bien écouté la présentation précédente. Pollutions invisibles pour le consommateur, notamment celles associées, liées aux nanoplastiques et aux microplastiques. Est-ce que ça défile ? Oui. Alors, je vais prendre un peu de temps là-dessus, mais pour dresser un portrait un petit peu rapide de mon laboratoire de recherche, donc, qui est le laboratoire LEGO. C'est un laboratoire d'économie et de gestion qui rassemble finalement la grande majorité des chercheurs dans ces domaines-là sur la Pointe-Bretagne. Et juste petite précision, les sciences de gestion, c'est l'étude du comportement des consommateurs, c'est l'étude des organisations, des ressources humaines, la finance, voilà. Parce que c'est un petit peu moins connu que la sociologie ou l'économie. Les activités du LEGO se font sous la tutelle de 3 établissements académiques, l'UBO, l'UBS, qui est l'Université de Bretagne Sud, et puis l'Institut Mines Télécom Atlantique, qui me semble a été cité précédemment, l'école ingénieure locale, qui est située sur notre territoire. Et on a 4 domaines d'expertise: le numérique, la résilience des organisations, le bien-être au travail et les pratiques responsables, notamment alimentaires. Et c'est dans ce dernier axe d'expertise que s'inscrit le projet Foodrest. Alors, ce projet, il a pour objectif de mieux comprendre le gaspillage des fruits et légumes frais par les ménages français en étudiant ensemble les aspects microbiologiques et comportementaux de ce gaspillage. Donc, 2 laboratoires sont impliqués, la partie comportementale avec le LEGO et puis le LUBEM, qui lui est un laboratoire spécialisé dans l'étude de la biodiversité et de l'écologie microbienne. Et in fine, en fait, c'est un projet qui doit permettre de proposer des moyens efficaces et puis acceptables par les ménages, les foyers, nous, tout simplement, pour réduire le gaspillage, ce type de gaspillage, au travers de recommandations en matière de pratiques de conservation des fruits et légumes frais et d'hygiène sur les lieux de stockage tels que les réfrigérateurs ou encore les panières à fruits. Alors, pourquoi, en quoi et comment on a été amené à collaborer avec l'Open Factory dans ce projet ? Parce que pour mener à bien en fait, la première étape de notre projet, on a besoin de recueillir des données sur les fruits et légumes frais qui sont jetés par 50 foyers, et ça va se faire dans le pays de Brest. Et l'outil finalement le moins intrusif pour recueillir ce type de données, c'est un bioseau ou une poubelle connectée et qui n'existe pas actuellement sur le marché. Donc, on a fait appel à nos collègues du Fab Lab et puis c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de la co-conception de la poubelle connectée. En un mois et demi, du 5 mars au 23 avril, les 3 phases successives de co-création, de prototypage et puis de production de 50 poubelles connectées se sont déroulées. On est actuellement en période de test et puis une partie de la production a commencé. Je dois insister sur le fait que chaque étape a vraiment été réalisée en complète collaboration entre l'équipe de l'Open Factory et puis l'équipe du LEGO qui était en charge de cette partie du projet. Le 5 mars, on a eu 5 chercheurs du LEGO et puis 6 Fab Managers qui ont travaillé ensemble pendant une journée complète à l'expression du besoin et à la construction de premières maquettes. Entre le 6 mars et puis le 8 avril, la poubelle connectée et puis aussi l'outil de collecte des données
ont été prototypés en parallèle du sourcing des pour la production, des 50 poubelles. Les tests d'utilisateurs dans 5 foyers sont en cours depuis le 9 avril, donc c'est très récent. Et une partie de l'assemblage des 50 poubelles est déjà en cours, en fait. Et il nous reste en fait quelques ajustements mineurs, mais par exemple des choses très triviales, mais comme le choix du sac poubelle qui va être fourni au foyer pour qu'on puisse réaliser la tare en atelier. Mais on est assez confiant, le 23 avril, tout sera prêt. D'ailleurs, les premiers rendez-vous dans les foyers ont été pris, donc voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Très clairement, de notre côté, c'est une collaboration qui est un succès, enfin, du point de vue du Lego, puis je l'espère aussi du point de vue de l'Open Factory. Parce que faire appel au Fab Lab, finalement, ça nous a permis d'avoir une réponse qui était complètement adaptée à notre besoin de recherche, avec une agilité et puis une rapidité quand même assez impressionnante, ça a souligné. Par ailleurs, le développement en open source, qui est quand même dans l'ADN du Open Factory, pour nous, c'est vraiment important parce que c'est compatible avec des projets de recherche qui sont financés par des fonds publics. Donc, la diffusion en fait, de nos recherches doit se faire de cette manière-là. Puis ça permet aussi d'envisager des valorisations scientifiques auxquelles on n'avait pas pensé au début, parce que suite à Foodrest, on peut imaginer que d'autres équipes de recherche pourront bénéficier des plans de la poubelle connectée pour pouvoir la mettre en œuvre. Et on envisage d'ailleurs une publication méthodologique du coup, à ce sujet qu'on n'avait pas prévu initialement. Et puis, je dirais que l'enthousiasme de l'équipe du Fab Lab, le lieu dédié aussi, tout ça, ça a participé à la dynamique du projet. On a été assez étonnés parce que des poubelles connectées, elles ont eu un vrai succès, en fait, en tout cas d'un point de vue local. Ça s'agit quand même que de poubelles, donc ce n'est pas quelque chose de très sexy. Et pourtant, ça a attiré l'attention des médias, des pouvoirs publics, d'associations sur notre territoire. Donc, pour conclure, je dirais que c'est une première collaboration de ce type-là entre le Lego et puis l'Open Factory, mais que je pense qu'elle va se poursuivre par de nouveaux projets parce que, en tout cas, nous, on pense que c'est vraiment, ça fonctionne très bien, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Morgane. Merci beaucoup, Morgane. Personnellement, je trouve ça extrêmement agréable d'avoir effectivement ces retours d'expérience concluantes de collaboration entre laboratoire de recherche, projet de recherche et Fab Lab. Et puis, c'était vraiment une des intentions aussi du séminaire d'aujourd'hui, de mettre en valeur ce type de collaboration fructueuse et puis aussi de lever, comme l'a fait Yves, les enjeux et les soucis à avoir. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation et pour cette intervention. Et puis, je me tourne désormais vers le dernier, mais non moins important de nos intervenants de ce séminaire. C'est vous, Samuel Guigaud. Vous êtes manipulateur en électroradiologie médicale et passionné par la neuroradiologie interventionnelle. Vous vous investissez dans la recherche clinique et le développement de nouveaux modèles de prise en charge autour de l'AVC, et ça dans le but de faire évoluer les pratiques dans votre domaine professionnel. Et vous prêtez-vous aussi à cet exercice de la présentation en 5 minutes de votre projet réalisé en collaboration avec le Fab Lab UB Open Factory sur le thème de la co-conception d'anévrismes en impression 3D pour une stratégie personnalisée du traitement. Samuel, on vous écoute. Très bien, j'espère que tout le monde m'entend. Je vais aussi à mon tour partager mon écran. Voilà, je pense que vous voyez tout ça. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon en tout cas pour moi. Super. Voilà, je vais essayer de résumer 3-4 ans de collaboration avec Yves en 5 minutes, ce qui n'est pas une masse à faire. Donc, je suis manipulateur radio dans le service de neuroradio du CHRU de Brest. Voilà, nous, l'idée du projet, c'était d'élaborer une simulation préopératoire, parce qu'on traite principalement toutes les pathologies de la sphère cérébrale, que ce soit les anévrismes intracrâniens ou l'AVC ischémique, entre autres. Et du coup, le projet s'articule surtout sur la pathologie anévrismale, donc les anévrismes intracrâniens de découverte fortuite qu'on traite désormais par voie endovasculaire dans une salle de radiologie interventionnelle. C'est pour ça qu'on parle de manipulateur radio et de neuroradiologie interventionnelle. Et donc, mon idée, c'était de fabriquer un jumeau numérique
de l'anévrisme du patient via une impression 3D. Ce modèle est fabriqué sur une imprimante 3D qui était donc disponible au Fab Lab, et je reviendrai après dessus sur l'idée de la collaboration avec les Fab Labs. L'idée aussi, c'était de le fabriquer sur une résine souple avec le modèle qui est issu directement des images du patient. Ce modèle est ensuite mis en conditions réelles, comme si on traitait le patient, mais on traite le modèle dans la salle de neuroradiologie interventionnelle, ce qui va aider cette simulation préopératoire à choisir les différents dispositifs de traitement et puis pouvoir anticiper les difficultés, parce qu'actuellement, la seule façon de traiter le patient, c'est une fois qu'il est sur la table endormi et qu'on est réellement dans ses vaisseaux le jour même de l'intervention. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'anticiper ce qu'on peut faire, la stratégie préopératoire sur un modèle. Donc voilà, juste rapidement pour essayer d'illustrer mes propos, la patrouille de France, avant de faire un vol réel, ils vont toujours simuler les mouvements de manœuvre qu'ils vont faire pendant le vol dans une salle. Nous, c'est à peu près exactement le même principe, c'est-à-dire simuler la procédure de ce qu'on appelle l'embolisation d'anévrisme sur ce modèle imprimé. Puisqu'on parle de recherche et d'application de recherche clinique de l'utilisation des Fab Labs, moi j'ai designé mon étude pour les connaisseurs qui sont dans l'audience aujourd'hui, d'une étude randomisée en simple aveugle avec 2 groupes. Un groupe contrôle pour lesquels on va inclure 20 patients qui vont être traités de façon standard, ce qui se fait actuellement dans tous les centres de neuroradiologie. Et puis un groupe simulation pour lesquels les 20 autres patients vont bénéficier de cette simulation préopératoire sur ce modèle imprimé. Donc l'idée, c'est vraiment de repartir de l'acquisition qui est faite dans une salle de neuroradiologie interventionnelle, au bloc opératoire à la Cavale Blanche à Brest, de récupérer ces images tridimensionnelles, injectées avec un agent de contraste. Vous voyez qu'on arrive à opacifier les vaisseaux cérébraux grâce à un agent de contraste. Cette imagerie tridimensionnelle est donc une base pour moi pour récupérer de l'information brute et transformer cette imagerie en une imagerie tridimensionnelle, où vous voyez bien ici l'anévrisme, ce qu'on appelle l'anévrisme du T carotidien, qui est donc ici notre base de travail pour dimensionner les dispositifs médicaux que l'on va utiliser pour traiter l'anévrisme ou pour traiter l'artère, et afin de guérir donc le patient de cette pathologie anévrismale. Alors ici, on est un peu dans l'idée des Fab Labs, c'est-à-dire l'utilisation de solutions open source qu'on a designées avec le Fab Lab. Ici, on est dans un logiciel de segmentation d'images qui nous permet donc de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de repartir 10 images du patient afin de segmenter l'imagerie tridimensionnelle et obtenir un fichier STL qui est donc la base de l'impression 3D. C'est un objet numérique, un jumeau numérique, et donc avec cette solution open source, on peut recréer cet anévrisme du patient. Après, vous voyez bien que quand on obtient des images brutes, on a un anévrisme qui contient beaucoup d'informations. L'idée aussi, c'était de ne pas tout imprimer parce que ce n'est pas possible. Donc, il y a une phase un peu de nettoyage du fichier STL pour obtenir vraiment ce qu'on appelle une zone d'intérêt, c'est l'anévrisme et les branches efférentes et afférentes de cet anévrisme. Et ce qu'on a vraiment réussi à faire avec le Fab Lab, c'est transformer cette imagerie, ce modèle STL, en essayant de recréer donc la paroi, c'est-à-dire réimprimer un vaisseau, réimprimer une artère, donc passer d'un objet plein à un objet creux, là encore avec des logiciels open source, et un partenaire aussi du CHU qui nous permet donc de passer de l'anévrisme et des données brutes à un modèle qui est lui creux et qui nous permet de refaire circuler à l'intérieur un liquide qui simule aussi la circulation sanguine. Ce modèle-là, il a fallu aussi designer pour qu'il puisse tenir sans support d'impression. Donc, on a vraiment designé tout le contour également avec Alexandre, avec qui je travaille à la faculté à l'UBO, à l'Open Factory. Et donc, on a aussi designé ce cadre orange là qui nous permet de maintenir notre anévrisme dans les conditions et dans les repères anatomiques de référence. Et là, vous voyez tout le cheminement entre la récupération des images, la segmentation
la modélisation via des logiciels de CAO et l'inclusion dans ce qu'on peut appeler une cartouche ou nous ce qu'on a appelé un doc qu'on a entièrement conçu au Fab Lab avec les ingénieurs du Fab Lab de A à Z, c'est-à-dire de partir des images et d'arriver à ce modèle fini. Donc voilà à peu près tout ce qu'on a réussi à modéliser comme anévrisme, différentes localisations, différentes formes, différentes tailles, différentes. Puis là, vous voyez que on est vraiment sur des vaisseaux qui ont des angulations particulières. On est sur des formes géométriques très complexes. Et c'était là aussi tout la complexité technique de l'impression 3D, c'est-à-dire pousser la machine dans ses derniers retranchements. Voilà ce qu'on peut faire avec donc les imprimantes 3D de chez Formlabs, qui sont celles actuellement avec lesquelles on a travaillé à l'UPO. On a choisi de travailler avec une résine qui reproduit un peu l'élasticité des vaisseaux, les propriétés de déformation et de retour à l'équilibre qui sont comparables à une artère. Voilà donc ce que peut donner un modèle une fois sorti de l'imprimante. Là aussi, la collaboration avec le Fab Lab dans le choix de l'imprimante, le choix de la résine, le choix des paramètres d'impression était très important. Et c'est grâce à eux que j'ai pu adapter à chaque fois en temps réel certains paramètres techniques qui m'étaient pour moi vraiment inconnus. On a développé tout un processus de nettoyage de ce modèle parce que on travaille dans un modèle qui possède des canaux inframillimétriques. Donc, il a fallu, comme vous voyez l'image du milieu là, pouvoir réussir à nettoyer des canaux qui donc représentent des artères qui sont inframillimétriques. Même le constructeur lui-même nous a dit que ce n'était pas possible. Et du coup, c'était vraiment un challenge technique qu'on a réussi à surmonter avec Alexandre au Fab Lab pour obtenir vraiment un modèle complètement parfait qui reproduit exactement le modèle du patient. Donc, toute cette solution était disponible à l'UBO et c'est ça qui est génial pour moi, qui a juste poussé la porte en ayant mon idée d'imprimer cet anévrisme. Donc, vous voyez un peu la complexité des anévrismes avec lesquels on travaille. Ici, vous avez un anévrisme de la carotide qui est une artère qui est dans la base du cou. Et vous voyez cette artère qui est là sur une imagerie de patient inframillimétrique. Et il a fallu réussir à l'imprimer, réussir à la nettoyer. Et ça, donc, c'est l'imagerie 3D du modèle qui correspond à l'imagerie 3D du patient. Et on retrouve bien cette petite artère ophtalmique qui permet d'irriguer l'œil et qui est donc elle-même aussi inframillimétrique et qu'on a réussi à imprimer, enfin modéliser, imprimer, nettoyer et réinjecter avec notre agent de contraste. Donc là, c'était vraiment la satisfaction d'un projet abouti techniquement de A à Z. Donc voilà la réalité entre le jumeau numérique et notre modèle à taille réelle d'un anévrisme du T carotidien, inclus dans cette cartouche qu'on a elle-même imprimée avec une imprimante 3D, qui nous permet donc de respecter l'anatomie du patient, qui reproduit brièvement un peu une boîte crânienne, quoi. Et pour vous montrer un peu la genèse du projet, l'évolution en fonction aussi des technologies qui sont apparues au fur et à mesure de notre collaboration. Entre 2017, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, très bien, mon projet s'arrête. Je n'arriverai jamais à rien faire avec ça. Puis en 2018, l'arrivée d'une résine un peu miraculeuse de chez Formlabs, puis l'intégration à ce doc qui nous permettait de travailler, d'enlever le support d'impression, puis d'autres évolutions à venir encore. Donc, vous voyez toute l'évolution de notre collaboration sur les 4 dernières années qui font aujourd'hui un projet fini. Et vous voyez actuellement, on le travaille au bloc opératoire, c'est-à-dire c'est comme si on traitait le patient. C'est ces vaisseaux, c'est une circulation qui est reproduite avec une pompe. C'est aussi du matériel transparent. La résine est transparente, ça nous permet de voir le matériel que l'on utilise. Ça nous permet de recréer. Là, c'est le professeur Gentric avec lequel je travaille à l'hôpital qui donc va s'entraîner quelques jours avant sur le jumeau numérique pour pouvoir essayer différents dispositifs, refaire des injections. Donc là, vous voyez l'agent de contraste dans le modèle. C'est comme si on réinjectait les artères du patient. On peut naviguer dans ce modèle comme si on naviguait dans la tête du patient. Et là, on va pouvoir essayer
différentes attaques, différents angles d'attaque, différents dispositifs, différentes tailles, différentes courbures. On va pouvoir anticiper tout ça calmement sur le modèle quelques jours avant. Vous voyez ici, là, en temps réel, le déploiement d'un dispositif d'embolisation qui est ce qu'on appelle un coil qui va permettre de boucher l'anévrisme de l'intérieur. On va pouvoir aussi étudier son comportement, etc. Là, le déploiement d'un flot diverteur qui est un stent qui permet de couvrir l'anévrisme et de bypasser l'anévrisme de l'intérieur. Et donc, les retombées attendues pour ce projet, c'est donc effectivement de pouvoir optimiser tous les outils qu'on va utiliser lors de la procédure, sélectionner les bons, limiter l'usage de dispositifs non appropriés, qui sont des dispositifs de traitement très coûteux, pouvant aller jusqu'à 10 000 € pour un dispositif. Donc, si on est en capacité de choisir le bon, ça nous évitera d'en sortir deux ou trois le jour du traitement. Les opérateurs, grâce à cette simulation, vont être de plus en plus techniques. On va pouvoir nous débriefer de cette procédure grâce à des enregistrements vidéo qu'on fait aussi pendant les interventions. On va pouvoir former mieux les médecins de demain à ces procédures qui sont parfois très complexes sur des anévrismes très, très, très complexes eux-mêmes. On va diminuer le temps de procédure parce qu'on va être plus précis le jour du traitement. Donc, ça sera moins de temps d'anesthésie, moins de doses de rayon X si on est plus rapide, moins de produits de contraste dans les reins du patient, essayer d'éviter la survenue d'événements indésirables, ce qui est pas négligeable. Et donc, du coup, pour finir très rapidement, notre travail avec l'UBO, moi, je suis manipulateur radio, je suis pas médecin. J'avais vraiment une idée un peu farfelue d'imprimer un anévrisme. J'avais rien inventé moi-même. J'ai juste tapé impression 3D dans Google sur Brest. Je suis tombé sur le Fab Lab qui possédait des imprimantes 3D. Un soir, je me suis pointé, j'ai poussé la porte. Et 4 ans plus tard, avec des collaborations avec Yves, avec Alexandre, qui sont des gars super avec lesquels on peut parler, avancer, travailler. On a vraiment développé la solution de A à Z. C'était pas facile tous les jours de parler avec des gens qui sont pas de mon milieu. Moi, je ne comprenais pas forcément tout ce qu'ils me disaient à chaque fois, mais ce qui est beau dans ce projet-là, et ce qu'on a pu voir aussi avec les projets d'Erwan, c'est qu'on vient avec une idée et que chaque étape du projet est une solution apportée par le Fab Lab, que ce soit en compétences techniques, quand ce soit en matériel, parce que moi, j'avais pas d'imprimante 3D, des choses comme ça. Donc voilà, on a réussi à lever tous les freins un par un grâce à la richesse du Fab Lab, grâce aux technologies qui y sont présentes. Et puis, j'ai même réussi à me faire faire une petite vidéo de mon projet grâce à des étudiants de l'UBO qui ont fait une vidéo du projet. Donc, je vous invite à aller voir cette petite vidéo qui, en 2 minutes, vulgarise un peu tout ce que je viens de dire en espérant 5 minutes. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. Merci à Yves et merci au réseau français des Fab Labs de son invitation aujourd'hui. Eh ben, c'est avec vraiment grand plaisir. Merci beaucoup, Samuel. C'est absolument passionnant. Et puis, je vous remercie. Je vous remercie tous les intervenants, donc évidemment d'avoir accepté de venir, mais aussi pour la qualité et la clarté de vos présentations. Même si ce n'est pas ma place, je vous félicite pour vos travaux qui sont tous à la fois extrêmement intéressants, mais aussi où vous avez su voir, avec l'équipe du Fab Lab UBO Open Factory les possibilités, et puis au-delà de les voir, parfois les créer et faire cet effort de traduction entre les mondes, comme vous le disiez, Samuel, de savoir prendre le temps, et que Fab Lab et recherche arrivent à travailler ensemble avec des temporalités différentes, mais toujours des problématiques d'évolution, de questionnement, de reprise, de recherche de l'existant. Voilà, moi je trouve ça particulièrement inspirant, et puis je suis très admirative de vos travaux. Très heureuse que vous ayez pu faire ces présentations aujourd'hui. Nous avons d'ores et déjà dépassé le temps que nous avions prévu pour ce séminaire. Si vous acceptez, Yves, Erwan, Jonathan, Morgane et Samuel, j'aimerais qu'on vous retienne encore une dizaine de minutes, le temps que Jeanne puisse vous adresser
une ou deux des questions qui ont été posées dans le chat. Si vous êtes d'accord, on peut se fixer de se dire qu'on coupe vraiment à 20 et qu'on se dira au revoir, ce qui vous laisse quelques minutes pour répondre à ces éventuelles questions. Super, merci. Alors, merci à tous pour vos réactions dans le chat. Donc, il y a 3 questions qui ressortent. La première qui s'adresse à Yves Quéré. Elle porte sur les compétences de l'équipe salariée de l'UBO Open Factory. Donc, est-ce qu'il vous serait possible de donner des précisions sur cette équipe qui vous accompagne, Yves Quéré? Oui, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ouais, donc, on a les 2 types de compétences donc, liées aux approches que j'ai présentées. Donc, d'un côté, tout ce qui est lié à la fabrication numérique, mais dans la fabrication numérique, il y a aussi effectivement la partie électronique. Donc, j'avais embauché des anciens doctorants dans le domaine, des compétences un peu spécifiques aussi en informatique, donc un développeur, et la fabrication de cartes PCB, et puis une particularité sur les objets connectés aussi, avec dernièrement donc, quelqu'un qui a aussi des compétences en mécatronique. Et donc sur l'autre partie, donc la partie méthodologique, on est sur des compétences donc sur les outils de créativité, l'animation de marathon, l'intelligence collective, et puis l'innovation aussi, la stratégie, comment développer un projet, donc ce qui nous permet de poser les briques au bon moment. Voilà, pour synthétiser. Puis après, bon, la compétence aussi, comme on est 11 maintenant, c'est management, administration, etc. D'accord. On a une deuxième question qui concerne les modalités financières pour ces projets. Donc, une question pratico-pratique sur la façon dont cette collaboration est rendue possible d'un point de vue financier. Ouais. Donc, je dirais assez rapidement, au tout départ, dans la genèse du Fab Lab, donc c'était un petit peu de données à avoir, donc on avait des choses un petit peu adaptatives. Aujourd'hui, ce qu'il en ressort, c'est finalement deux types d'interventions. On est sur l'innovation, donc on ne sait pas toujours vers où on va, donc assez difficile de définir des devis. Donc à chaque fois, c'est facturé, donc en prestation interne quand c'est à l'université ou en prestation externe autrement. Donc je différencie, on va dire, l'activité d'émergence, le donner à voir, donner du potentiel à tout. L'idée, c'est de refuser aucun projet, mais on mesure notre temps d'intervention quand on ne sait pas où on va. On commence progressivement par des petites séances de création qu'on facture donc à la journée ou à la demi-journée. Et puis, quand on a des projets qui sont déjà ficelés, où on arrive à anticiper finalement le coût matériel et puis le temps humain, on peut facturer complètement le projet du premier coup. Donc après, dans certains projets, quand il y a une particularité, ce qui est la plupart du temps le cas open source, et une certaine possibilité de capitaliser sur d'autres projets, c'est là qu'on s'autorise à s'investir un peu plus que la prestation, parce que finalement, on capitalise, on sait qu'on pourra passer moins de temps la prochaine fois sur un autre projet. Et enfin, on a une troisième question pour Samuel Guigaud. Donc, elle porte sur l'existence d'une documentation sur le nettoyage de ces très petits éléments. Alors, nous, on est partisans dans les Fab Labs de l'open source et du partage. Donc, effectivement, dans le wiki Factory de l'UBO, on a vraiment décrit de A à Z, du passage des images jusqu'à l'obtention du modèle. On a un peu bossé aussi avec Formlabs, et ça, j'ai pas un peu insisté dans la présentation, mais c'est qu'il y a aussi une navette qui est intéressante avec le fabricant de l'imprimante, qui, lui, n'avait pas forcément vu la possibilité d'imprimer ce genre de choses avec son imprimante. Donc, c'est vrai que nous, quand on avançait de notre côté à essayer de nettoyer des canaux inframillimétriques, ça les intéressait aussi d'avoir notre feedback. Et du coup, on a travaillé avec eux. Donc, en fait, la documentation des canaux inframillimétriques, elle est disponible sur le site de Formlabs dans la résine élastique que j'utilise. Et tout le processus de fabrication, de nettoyage de notre modèle, il est disponible dans le wiki du Fab Lab de l'UBO. Donc, et puis c'est avec plaisir que je peux en discuter avec des personnes qui souhaitent se lancer là-dedans, parce qu'on s'est cassé les dents sur des choses très compliquées pour enfin trouver des techniques. Après, là, on est arrivé à travailler sur les modèles un peu comme de l'orfèvrerie, où
la joaillerie, c'est assez intéressant pour moi de le faire, de le nettoyer, parce que quand le constructeur vous dit que c'est pas possible parce que normalement on a atteint les limites technologiques de la machine et qu'on y arrive, lui aussi est partisan de savoir un peu nos tips and tricks et du coup on partage évidemment ça facilement avec qui en veut. On a une toute dernière question qui vient de se rajouter. Est-ce qu'il y a une participation de makers extérieurs à l'équipe, élèves ou autres? Oui. Peut-être qu'il faudrait préciser pour quel projet. Je pense que je peux répondre de manière générale. Oui. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohérence aussi avec le projet interne de l'université, qui est de faire participer, de donner beaucoup plus d'expérience professionnelle aux étudiants. Donc, le fait d'avoir tous ces projets qui ont des temporalités différentes permet aux étudiants de pouvoir participer sur des petites journées ou sur des stages un peu plus longs sur les projets. Donc, on a une communauté d'étudiants qui monte en puissance et du coup, pour nous, ça devient de plus en plus facile de connecter les étudiants rapidement à des projets qui arrivent. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Donc, cette communauté, elle a été faite grâce aux formations en fait, qu'on fait dans les différents départements d'enseignement de l'université. Donc, on fait des formations sur tous nos compétences qui nous permettent aussi d'illustrer nos projets. Et puis, de temps en temps, il y a un étudiant qui débarque pour dire ouais, moi, j'aimerais bien m'investir sur tel projet. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question, Constance. Il y en a une, sinon on peut... Il y en a une dernière. Allez, une dernière avec une réponse rapide. Allez, est-ce que dans le projet Foodrest, vous pensez que la poule connectée peut permettre de générer des changements de comportement qui vont au-delà des petits gestes, par exemple de valeurs, de vision du monde, etc. L'apprentissage profond. Alors, en fait, l'objectif de la poubelle connectée, pour nous, ce n'est pas là de faire changer les comportements, puisque c'est de les mesurer, donc on va bien dire aux gens de ne rien changer à leurs habitudes. Mais par contre, oui, il y a, globalement, en comportement, il y a la possibilité de faire changer des choses, changer des intentions, changer des perceptions et des façons de voir le monde. En changeant ses habitudes et en commençant par changer ses pratiques, en fait, et on a un flux inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas... le changement de votre vision du monde qui fait que vous allez changer vos pratiques, mais parce que vous changez vos façons de faire, en fait, ça va petit à petit influer sur la façon dont vous voyez les choses. Donc peut-être que ça sera aussi potentiellement un autre débouché de cette poubelle connectée si, s'il y a une opportunité qu'elle puisse se diffuser plus largement que simplement dans un projet de recherche. D'accord, merci. Donc, si certaines questions n'ont pas eu le temps d'être traitées, nos invités ont gentiment proposé de laisser leurs adresses pour que vous puissiez les contacter directement et prolonger les échanges sur ces questions passionnantes si vous le souhaitez. Donc, je vous mets les adresses dans le chat tout de suite. Merci beaucoup, Jeanne. Du coup, je vous propose de conclure avec un délai de dépassement que je trouve absolument raisonnable vu l'ambition qu'on s'était donnée pour le programme et la richesse de vos présentations. Donc, je précise qu'il y a un certain nombre d'informations, de ressources qui ont été partagées par les intervenants d'aujourd'hui que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux du réseau français des Fab Labs avec une rubrique dédiée. N'hésitez pas à suivre les activités bien sûr de nos invités et également du réseau français des Fab Labs. Pour ce qui est, il y a plein d'événements qui arrivent et de plusieurs types en ligne et qui sont toujours sur des thématiques différentes qui peuvent vous intéresser. Pour ce qui est du CS Invite, on continue notre exploration et notre expérimentation dans l'organisation de ces séminaires. Le prochain est en cours de préparation et de planification. Donc, je ne peux pas vous donner d'informations précises, si ce n'est qu'il aura lieu à la mi-mai avec des chercheurs en sciences de gestion et notamment Benoît Tesnas, chercheur à l'IMTBS.
Vous pourrez trouver toutes les informations sur les prochains séminaires du Conseil scientifique Invite sur les réseaux sociaux du réseau français des Fab Labs. Je remercie encore une fois tous nos invités. Je remercie également le groupe communication pour tout le support technique sur ces événements en ligne. Et puis, je remercie évidemment toutes et tous qui êtes venus nous écouter ce soir sur Zoom et en live sur Facebook. Si ce séminaire vous a plu et que vous pensez qu'il pourrait plaire à des gens autour de vous, n'hésitez pas à leur partager le lien de ce live Facebook qui va être disponible sur le Facebook du Réseau français des Fab Labs. Encore merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt, j'espère.